Bonjour, bienvenue chez moi. Alors voilà, on continue ce cycle de l'histoire du rock en direct de mon salon, puisque confinement oblige, on doit fonctionner comme ceci. Bonjour à tous, eh bien oui, comme vous le voyez, nous sommes chacun chez soi, Laurent chez lui et moi dans mon studio à la maison, une manière originale de vous proposer ces conférences à distance. Comment évoquer les années 90 sans ne pas parler de Nirvana? Impossible évidemment, parler de Nirvana, cet album Nevermind, l'album OBB, et ce morceau Smell Like Teen Spirit qui a été vraiment l'hymne des adolescents dans les années 90. Alors vous dire aussi voilà que ce mouvement grunge, évidemment il a été très fort lié aux années 90, il est apparu auparavant, dans les années 80 et le milieu des années 80 notamment, avec un groupe qui s'appelle Green River, dans lequel on retrouvait déjà certains des futurs membres du groupe Pearl Jam. Donc voilà, histoire donc existe auparavant. Le grunge donc naît dans les années 80, se développe dans les milieux universitaires notamment. C'est un mouvement assez underground, c'est un mouvement qui va prendre du temps avant de devenir célèbre, mais c'est vraiment évidemment Nirvana qui va le populariser au niveau mondial grâce au succès, premièrement de l'album Bleach qui a un succès moyen, le premier album de Nirvana, et surtout du second album Nevermind. Alors vous dire, par rapport à ce morceau, il y a une anecdote assez amusante. Smell Like Teen Spirit, c'est vraiment ce morceau de l'hymne d'adolescence. Ce morceau va naître en fait un peu par hasard suite à une blague que va faire une amie en fait de Kurt Cobain qui est dans un groupe qui s'appelle Bikini Kill, et en fait pour plaisanter sur Kurt, elle va écrire sur le mur de la chambre de Kurt smells like Teen Spirit. Alors pourquoi est-ce qu'elle va écrire ça? Kurt sent comme le Teen Spirit. Bien, elle fait référence à la petite amie de Kurt Cobain qui évolue dans le même groupe et qui, en fait, à force de fréquenter Kurt Cobain, elle transmet l'odeur de son déodorant au fameux chanteur. Et donc, voilà, petite plaisanterie qui se transforme en idée, évidemment, pour Kurt Cobain, qui va se dire, tiens, Smell Like Teen Spirit, ça sonne vraiment bien, ça sent comme l'esprit d'adolescence. Et donc, ce monde, finalement, de déodorant va devenir, en fait, cet hymne générationnel extrêmement puissant. Alors, vous dire aussi que Kurt Cobain, n'apprécie pas trop ce morceau, en fait. Il finit par être très vite lassé par ce morceau, parce qu'en fait, c'est le morceau que tout le monde attend lors des concerts de Nirvana, le morceau qui passe en boucle, évidemment, sur MTV à l'époque. Et donc, il finit par être lassé par ce morceau et aura une drôle de relation avec celui-ci. Le succès, c'est quelque chose qui va être très très compliqué à gérer pour Kurt Cobain, puisque c'est un succès qui va venir très très rapidement, et lui qui se présente un petit peu comme une icône de l'underground, quelqu'un qui revendique aussi bien les influences d'une part de la musique très mélodique, genre Beatles, Stones, ce genre de choses, était aussi quelqu'un qui est très admiratif de sons beaucoup plus radicaux, le son du punk, le son de groupes hard rock comme Black Sabbath. Et donc le mélange de Nirvana, ce serait vraiment ça, de mélanger des choses très mélodiques avec des choses assez dures. Mais Kurt Cobain, en tant que quelque part idole et personnage de l'underground, va vivre très très mal en fait la surcommercialisation de Nirvana, et c'est ce qui malheureusement va mener en fait Kurt Cobain vers une grave dépression. Il aura du mal à vivre avec ce statut qui malheureusement, dépression, finira par ce geste tragique où il finira par mettre fin à sa vie après avoir écrit dans son journal It's better to burn out than to fade away. Citation de Neil Young, c'est mieux de brûler franchement que de s'éteindre à petit feu. Voilà, ce sera la fin de Kurt Cobain, et fin de Kurt Cobain qui sera en fait, vous le savez, célébrée un an plus tard par la sortie de l'album MTV Unplugged, Nirvana, qui sera un album évidemment fondateur de l'histoire de la musique et qui va remettre à nouveau Nirvana en l'avant de la scène un an après la disparition de Kurt Cobain. Mais toute cette histoire, évidemment, de Nirvana, et notamment celle de l'album Nevermind, c'est une histoire aussi qui, Pierre, est une histoire de travail en studio. Alors oui, Laurent, tout à fait. Bien, comme à mon habitude, je vais vous parler un peu de l'aspect technique des choses. Nirvana choisit d'aller en studio pour cet enregistrement de Nevermind, et il va choisir
un studio à l'ancienne, le Sun City Studio, qui se trouve près de Los Angeles, et c'est là qu'ils vont enregistrer les tracks de Nevermind avec le producteur Butch Vig, qui sera bien entendu de la partie pour répondre aux différents besoins de production dont le groupe a besoin. D'une part, Nirvana a besoin de trouver un son très fort, très roots, et c'est pour ça qu'il va aller dans ce studio qui est un studio vintage, qui est un studio qui a fait les belles années de la musique dans les années 70, mais qui est un studio qui est un peu en désuétude parce qu'il ne bénéficie pas des normes technologiques qu'on trouve dans les années 90, c'est-à-dire que c'est un studio encore à l'état analogique, avec une console qui est une vieille console Neve, et justement cette console qui est une console qui a un son particulier, un son très british, mais en même temps qui permet d'apporter un gros son. Justement, cette console va contribuer de manière très importante au son de Nirvana sur cet album, à tel point que Dave Grohl, bien plus tard, décidera de récupérer dans les années 2000 cette console pour l'installer dans son propre studio, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'un documentaire sur ce Sun City et cette fameuse console Neve. Mais donc Nirvana est dans ce studio, ce Sun City, et il va travailler tout simplement à l'ancienne, de manière très live, c'est-à-dire qu'ils vont enregistrer de manière traditionnelle la batterie, les guitares, en utilisant plusieurs pistes évidemment. C'est quand même un studio de taille importante. Chose à noter assez intéressante, c'est l'apport des différentes couches de voix que Kurt Cobain va effectuer dans l'album pour créer ce son. Si on entend bien, il y a une sorte de phasing, un peu de fuzz dans la voix. Et bien c'est une addition sur certains titres de couches de voix qui va permettre d'avoir ce son-là. C'est un peu pareil avec la guitare. On va utiliser plusieurs pistes guitare de manière à avoir un gros son bien rock. D'ailleurs, quand on voit Butch Vig qui en parle, il explique très bien comment ça s'est passé à l'époque et la manière de concevoir, de construire un morceau rock de cette manière-là. Aussi, il faut savoir que Butch Vig a fait d'abord un premier mixage, mais le groupe n'était pas très heureux de la manière dont ça sonnait. Il avait besoin de quelque chose de plus puissant, de plus rugueux, et ils vont faire appel à un ingénieur du son qui s'appelle Andy Wallace, qui a une manière de mixer finalement assez rude, assez rugueuse, ce qui va permettre de donner ce son âpre, ce son rock, ce son rugueux au groupe, et de redéfinir le grunge, de redéfinir cette musique de l'époque. Et donc un studio mythique, effectivement, qui a fait la gloire de certains groupes dans les années 70, comme Fleetwood Mac, qui est allé enregistrer là-bas. Et puis dans les années 90, d'autres groupes vont suivre Nirvana, comme Rage Against the Machine. Évidemment, ils vont avoir envie, vont avoir besoin d'avoir ce son puissant, et donc ils vont se rendre dans ce studio Sun City, et je vous engage d'ailleurs à visionner le fameux documentaire de Dave Grohl qui parle très bien de ce studio. Voilà, pour ma part, j'ai été heureux de faire cette première vidéo et de pouvoir vous présenter de manière un peu originale ces groupes des années 90. Il y en aura d'autres qui vont suivre, et donc je recède la parole à Laurent. On se retrouve donc, comme Pierre vient de le dire, très bientôt pour d'autres vidéos. Notamment, on évoquera en fait la fin d'une grande histoire, c'est-à-dire la fin du groupe Queen, avec un album évidemment majeur dans l'histoire du rock. C'est l'album Innuendo, enregistré en Suisse, avec un Freddie Mercury qui est déjà très malade. Mais c'est la fin d'une époque, et c'est un album qui a évidemment compté beaucoup, et on reviendra là-dessus sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.